Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. La dernière fois, je vous avais fait une petite vidéo par rapport à notre héritage d'une peur de survie qui existe encore en nous et de laquelle on n'a jamais eu la possibilité de vraiment se débarrasser ou d'en guérir d'une certaine manière. Mais j'aimerais aussi donc reprendre cette fois-ci ce sujet-là par rapport à nous, comment, étant enfant, on se développe et on évolue pour se retrouver connecté à cette même peur d'une certaine manière, mais aussi par rapport à ce que ça fait avec nous. Donc j'ai préparé quelque chose que je vais bien sûr vous montrer et où j'aimerais être assez claire dessus que ce n'est qu'un exemple. Et je sais, parce que je connais un tout petit peu la réaction de beaucoup de gens, c'est « oui, mais chez moi, c'était pas ainsi ». Mais si on travaille vraiment sur soi-même, on va voir qu'il y a des similitudes ou c'était peut-être autre chose. Et n'oublions pas qu'il y a aussi des gens qui se sont retrouvés dans des situations qu'ils ont complètement oubliées ou que par rapport au traumatisme, ils ont essayé d'oublier complètement. Donc, revenons sur nos petites images et je vais vous faire le cheminement. Un instant. Donc, j'aimerais parler de l'enfant intérieur. Et avant que je vais expliquer tout le cheminement, je sais que dans la pop psychologie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont vous raconter des choses par rapport à l'enfant intérieur. Mais, comme toujours dans la pop psychologie, on a repris un tout petit aspect de quelque chose de beaucoup plus grand. Et maintenant, on se retrouve avec des idées, des cheminements pour guérir qui ne fonctionnent pas à la langue comme les gens aimeraient bien le croire. Mais pour pouvoir comprendre cela, je vais donc commencer par le début. Et je parle du développement des états du moi enfant. Donc, il y en a plusieurs. Je vais bien sûr aussi juste un tout petit peu toucher aux états de moi en tout, mais j'aimerais vous faire donc le cheminement. Donc, un enfant qui est né, en premier lieu, il apprend par rapport à son jeu, par rapport à ses expériences qu'il fait dans la vie. Ce qui veut dire, oui, s'il joue, et si par exemple le petit gosse là, il pose ce truc, ce carré sur cette pointe, ben, ça va tomber, c'est une expérience qu'il va faire. Et de la même façon comme un enfant apprend ce que sont ses mains, ses pieds, et ainsi de suite, il n'y a pas d'interaction par rapport à cela concernant ses parents. Et maintenant, imaginons qu'on se retrouve dans une situation comme elle est dessinée là. Donc, bien sûr, comme je dis, c'est un exemple. Alors là, c'est l'interaction qui se fait et qui ne se fait pas directement entre le gosse et la flamme, mais entre la mère, ici dans ce cas, et le gosse. Donc la mère, elle explique au gosse de ne pas toucher la flamme parce qu'il va se brûler les doigts, il va se faire mal. Il apprend quelque chose qui ne vient pas directement de lui, mais d'une information qu'il reçoit de sa mère, de son père, de ses parents, de quelqu'un d'autre autour, de la tante, de n'importe qui lui fait comprendre qu'il y a un danger. Et ce qui arrive quand même assez souvent, bien que la mère l'a dit, ben, il est encore en train d'apprendre, il ne fait cela pas parce que c'est un mauvais garçon, que c'est un mauvais gosse, il va bien sûr essayer. Il va maintenant remarquer que ce que sa mère lui a dit est vrai. Et on parle ici d'une conséquence primaire. Pourquoi d'une conséquence primaire? Parce que l'instant où la mère, dans ce cas-ci, se retire de cette expérience, il apprend la conséquence. Quand ma mère dit une chose, cela se réalise si je ne fais pas ce qu'elle m'a dit. Donc là, c'est une conséquence primaire qui se joue entre l'enfant et non la flamme, mais entre l'enfant et la mère. Ce sont les premières expériences qui vont se faire parce que les premières choses qu'on apprend, ce sont les choses où nos parents essayent de nous faire comprendre où il y a du danger ou non. Mais, bien sûr, il y a un cheminement dans cela. Imaginons maintenant
que le jeune garçon, il a une petite sœurette, et ils sont en train de manger des biscuits. Et maintenant, quelqu'un, donc la mère, quelqu'un de la famille, n'importe, va dire que le gosse doit partager les biscuits pour qu'il soit un bon garçon. Il y a deux problèmes dans cette histoire. Assez souvent, ces explications ou ces demandes des parents est fait par rapport à une valeur abstraite. Parce que qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Un enfant ne peut pas encore avoir cette idée vraiment de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Donc, oui, il va peut-être partager les biscuits, mais peut-être qu'il ne le fait pas parce qu'il veut essayer, comme il a essayé avec la flamme. Et cette fois-ci, on a une conséquence secondaire, parce qu'à l'instant où le gosse, il se prend les biscuits, il ne veut plus partager, c'est la mère qui va donner la conséquence, plus la flamme comme avant. Bien sûr, on pourrait dire maintenant, je connais un peu quand même comment certains gens fonctionnent, ouais, mais laisse-le bouffer tous ces biscuits, il va avoir sa conséquence primaire. Mais bien sûr, la mère ne veut pas faire cela, mais assez souvent, ce n'est pas lié à ça, au fait que s'il mange tout seul, il y a le problème qu'il va avoir mal au ventre, mais que la conséquence est premièrement liée à sa sœur, la raison de la conséquence, et la conséquence, elle vient plus des biscuits, mais elle vient maintenant de la mère, dans ce cas-ci. Ça, c'est une conséquence secondaire. Maintenant, on a une sorte de punition par rapport à cela. Là, l'enfant commence à avoir une idée de ce qui est le bien et le mal. C'est encore de manière minime, mais on nous connaît, nos êtres humains. Le pire dans l'histoire, ce n'est pas cette situation-là, ça c'est la situation qui peut en suivre. Imaginons maintenant que le gosse, il voit quelqu'un d'autre manger des biscuits et il ne partage avec personne. Et il n'y a aucune conséquence visible pour le garçon. Alors maintenant, il se retrouve d'un côté avec une expérience que si je mange les biscuits tout seul et je ne partage pas, on me parle d'un mauvais garçon, d'un bon garçon, on me punit. Un autre a le droit de faire cela sans même qu'on lui dise qu'il soit bon ou mauvais, mais sans qu'il n'y ait aucun jugement et aucune valeur abstraite avec laquelle un gosse ne peut rien faire. Le cerveau d'un enfant n'est pas encore fait pour des valeurs abstraites. Donc, ça c'est la première fois dans sa vie qu'il va se retrouver dans la situation « Qu'est-ce que je dois croire? Est-ce que je dois faire attention et faire de ce que m'a dit ma mère, mes parents, pour qu'ils m'aiment, ils ne m'envoient pas dans la chambre et je suis seule versus moi-même, seule versus des choses inconnues déjà en premier lieu, ou est-ce que je peux faire confiance à ce que j'ai vu avec le gosse qui a mangé ses biscuits sans qu'il y avait qui que ce soit qui ni le punissait ni le jugeait de manière positive ou négative. Et l'histoire dans cela, c'est que cet enfant reste un tout petit peu seul avec cette idée. Et ce cheminement-là commence à avoir d'autres pas. Ça peut aller dans beaucoup de directions. Une peut en être que maintenant, on parle des choses comme un Père Noël, par exemple, et il va se retrouver dans la même situation. S'il n'est pas un gentil garçon, le Père Noël ne va pas apporter des cadeaux, donc il doit être un gentil garçon, une bonne personne. Donc il y a à nouveau ce bon versus le mauvais qui vont s'équilibrer, où la personne, le petit gosse, doit gérer toujours, et encore pire maintenant, avec une image qui est encore plus abstraite. Parce que même si j'ai un personnage comme un Père Noël qu'il va voir dans les magasins, ainsi de suite, il y aura des choses qui vont arriver. Ou bien il va voir que ce sont ses parents qui achètent quand même les cadeaux, les jouets, ou c'est peut-être qu'à un certain jour, il va voir
que c'est l'oncle Bob qui est au fait déguisé en Père Noël. Et toujours, déjà que le gosse avait ses doutes, mais ses doutes étaient intérieurs, maintenant tout cela est extériorisé. Est-ce qu'il peut encore faire confiance à ses parents? Parce que ce n'est pas la grande catastrophe qui doit arriver pour cela. Mais notre subconscient reprend toutes ces informations et se retrouve maintenant avec: est-ce que je peux faire confiance à mes parents? Est-ce que je dois commencer à faire confiance à mes propres expériences? Est-ce que je dois balancer les deux pour trouver un équilibre entre les deux? C'est que lui, comme gosse, ne sait peut-être pas encore faire. Et pour en mettre une couche par rapport à cela, on a bien sûr, dans des cas, pas pour tout le monde, mais cela peut arriver, qu'on a maintenant des conséquences qui deviennent de plus en plus abstraites parce que il y a des gens qui nous parlent d'une divinité qui va nous punir si on n'est pas une bonne personne, et les gens qui me disent: ah, mais chez moi on ne parle pas de Dieu. Karma, c'est la même chose, univers qui ne fait pas comme on veut, c'est la même chose. Il y a des milliers de façons dont on va s'amuser à imposer sur un gosse toujours des conséquences de plus en plus abstraites sans que la personne, le gosse, a la possibilité de contrôler comme il a pu contrôler au début avec la flamme. Ça ne veut pas dire qu'il doit se brûler les doigts à chaque instant, mais ça veut juste vous montrer, c'est même pas nécessairement une critique par rapport aux parents, c'est juste: soyez conscient de ce qui se passe dans votre gosse, dans vos enfants à cet instant-là. Et bien sûr, soyez conscient de ce qui s'est passé en vous quand vous vous êtes retrouvé dans de telles situations. Donc, le truc le plus grave dans cette histoire, c'est pour cela que je l'ai mis comme ça. Faites-vous un petit post-it parce que je vais en faire une autre vidéo par rapport à cela. C'est que l'effet de cet aspect dans le cheminement spirituel est presque catastrophique, je pourrais presque dire. Donc, tout le monde va le gérer d'une autre manière parce que vous vous rappelez, on a d'un côté juste des imaginations qui sont là parce qu'on n'a pas de preuve du tout par rapport à une divinité, par rapport à un karma, par rapport à, de la même façon qu'avant notre spiritualité se trouvait là, se balançant au-dessus de notre identité. Donc tout ce que le gosse a appris jusqu'à maintenant, ce sont des choses qui vont non seulement vers l'extérieur par rapport à d'autres personnes qui l'entourent, mais aussi par rapport à un extérieur plus haut placé, donc une divinité ou une image, une pensée avec laquelle lui, il doit maintenant trouver le bon équilibre. Jusqu'à où ça va aller, je vais le montrer, donc je vais faire une autre vidéo. Cela concerne l'histoire de la dualité et de la polarité, parce que là je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mixent des choses qui ne sont pas à mixer, mais ça c'est pour une autre vidéo. Donc maintenant, dans l'intérieur de ce gosse, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a des valeurs qui lui sont montrées, des vérités sur lesquelles il peut douter, ou qui commence à douter, des conséquences d'un côté et d'un autre, des règles, les parents qui disent ça et qui ça. Des fois c'est autre chose dans un autre concept, dans un autre camp, ou avec quelqu'un d'autre, donc dans un autre qui. Il y a des explications, il y a le bien, le mal, les autres, les expériences, la punition, etc., etc. Et le gosse, quelque part dedans, il se pose la question: et moi dans tout cela? Parce que toutes ces choses viennent de l'extérieur. Et c'est l'expérience que cet enfant fait en grandissant. Et donc, il y a un cadre final qui s'installe. Si je dis cadre, et vous voyez que j'ai mis le cadre un peu entre guillemets, j'explique pourquoi. Il y a beaucoup de façons de voir ce cadre. Il y en a qui parlent de part de personnalité, il y en a qui parlent de ego states, c'est ça, ce que je vous montre là. Il y a la famille intérieure, il y a des livres comme de Virginia Satir, que je ne peux vraiment que proposer pour que vous les lisiez, qui parlent des
mais différents visages, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, j'aime utiliser comme cadre final l'analyse transactionnelle parce qu'elle donne un bon cadre de départ. Ce cadre que vous voyez là, ce n'est pas encore le cadre final, donc il n'est qu'en train de s'installer, mais c'est vraiment pour vous montrer, ça c'est une base avec laquelle on peut beaucoup expliquer. Qu'est-ce qui se passe donc? Donc, le petit gosse, ici, qui était au fait l'enfant libre parce qu'il était loin de tout jugement, il y a maintenant d'un côté une part de lui qui veut s'adapter par rapport à ses parents, il y a une part qui veut faire ses propres expériences et qui devient ce qu'on appelle l'enfant rebelle. Le problème avec ce mot enfant rebelle, c'est très simple. L'enfant rebelle, c'est assez souvent, c'est vu comme une rébellion contre quelqu'un, contre les parents. Mais s'il est bien géré, c'est une rébellion pour soi-même, pour se donner la place pour faire ses propres expériences. Et ce que ça va faire, je vais encore en parler. Et dans le même instant, on commence à installer ces deux voix en nous, qui est donc un moi maternel, parental maternel, et un moi, un parent donc paternel de l'autre côté. Je vais dans une autre vidéo, je vais encore plus en parler de cela pour vous donner encore une base différente. Maintenant, comme je l'ai expliqué, ce qui est le plus important pour cette histoire-là, ce sont les enfants. Parce que vous avez vu que j'ai laissé ici une place de libre. Et ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle, ils vont sûrement me dire, oui, mais il est où notre moi adulte? Et là, il y a un souci. Parce que assez souvent, dans notre vie, dans notre monde, même pas seulement par rapport à nos parents, on a assez souvent ce problème quand l'instant où l'enfant rebelle se montre, on essaye de le repousser dans ce qu'on appelle l'ombre, ou ce que Jung appelle l'ombre. Et là aussi, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé, je peux bien sûr vous en faire une vidéo sur ce que c'est vraiment l'ombre ou comment on intègre ce qu'il y a dans l'ombre. Pop psychologie, s'il vous plaît, n'y allez pas parce que ce sont des choses qui sont complètement falsifiées jusqu'à maintenant. Et ça n'a rien à voir. Donc la problématique est que tout ce que engendre cette part en nous qui est le rebelle, qui veut juste avoir la possibilité de faire sa propre expérience, est assez souvent poussé dans un autre endroit. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un enfant adapté, et vous avez sûrement déjà rencontré des gens que ils vous parlent et puis à un certain instant, ils vous disent oui, est-ce que c'était bon comme ça? Est-ce que donc à chaque fois, ils demandent quelqu'un d'autre de prendre des décisions parce que eux, ils n'osent plus prendre des décisions par rapport à eux-mêmes parce que cette part qui voulait faire les expériences, elle se trouve bien là dans l'ombre. Elle est toujours existante, mais elle n'est plus sur le plan, disons, de cette histoire. Ce qui est l'aspect le plus important et ce que personne dans la pop psychologie va vous raconter par rapport à cela, c'est l'importance de ce gosse-là. Parce que c'est lui qui fait l'entrée, qui crée l'entrée pour notre moi adulte. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si une personne a d'un côté un part qui est bien adapté, et qui de l'autre côté a une part équilibrée par rapport à l'enfant rebelle, il va prendre comme sa rébellion pour soi-même de faire des expériences. Bien sûr, les parents peuvent toujours guider pour qu'il ne fait pas du n'importe quoi, il se fait vraiment du mal ou fait du mal à d'autres gens. Mais de cette manière-là, il y a l'équilibre entre un moi adulte qui commence à équilibrer déjà, premièrement, ces deux-là. Parce que ce sont nos parts émotionnelles. Je vais venir sur lui un peu plus tard. Ça, c'est notre part émotionnelle. Donc, à cet instant-là, il peut voir, est-ce que je m'adapte à cause d'une peur ou par confiance? Les expériences que j'ai faites, ils ont quelle valeur dans tout cela? Et il peut donc prendre des décisions qui sont beaucoup plus équilibrées. Parce que dès qu'il y a un de ces parts-là qui manque, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. Et assez souvent, quand l'enfant rebelle, elle se retire, c'est normalement la part
paternel qui reprend et qui prend des décisions qui sont basées sur des croyances qui ne viennent pas de l'enfant même et qui donc ne sont peut-être pas ajustées par rapport à la situation dans laquelle la personne se trouve. Si ce personnage, cette part de personnalité, l'ego adulte, n'a pas la possibilité de s'installer, il n'y aura pas de place pour l'enfant libre, ce qu'on appelle l'enfant libre, parce que l'enfant libre est complètement hors des jugements. Donc s'il n'y a personne qui peut rééquilibrer les jugements qui se trouvent dans l'enfant rebelle versus l'enfant adapté, il n'y aura pas de place pour quelque chose qui est hors du concept des jugements. Donc il ne sera pas là. Et je vais juste arrêter pour 2 secondes avec je vais garder cette image-là, parce que maintenant, on a la pop psychologie qui nous dit de nourrir notre enfant intérieur. Le problème dans cette histoire, et je vais encore en parler aussi dans la prochaine vidéo, c'est que assez souvent, ces personnes n'ont pas d'adultes, de personnalité adulte qui est déjà vraiment développée pour pouvoir s'occuper d'un enfant. Parce que premièrement, s'il y a une part de personnalité, un ego adulte qui est bien évolué, il va dire il n'y a pas seulement un enfant, j'en ai 3. Et je dois faire attention aux 3 qu'ils sont bien équilibrés. Si celui-là n'est pas là, parce que normalement on a balancé celui-là dans l'ombre, alors qu'est-ce qui se passe? Ce sont nos parts parentales qu'on a développées par rapport aux valeurs et par rapport aux croyances qu'on a reçues de nos parents, des adultes autour de nous, qui vont reprendre la relève. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien on a une personnalité qui est là au fait pour juger des situations, qui va commencer à juger pas les situations, mais les personnes. Donc, on se retrouve donc dans une situation où c'est le rebelle qui va prendre la relève. Et ce sont des gens qui, n'importe quel caractère ils montrent, et des fois ce sont des caractères qui ne sont pas très, comment dire, adaptés. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas la possibilité de temps en temps d'être sarcastique ou de dire non ou je ne sais pas quoi, mais je parle vraiment des gens qui montrent un sale caractère et qui vont vous sortir la phrase « Oui, mais c'est mon enfant intérieur, faut qu'il ait sa place ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les autres, ils vont faire tellement attention que l'enfant adapté, qui est l'instant où il y a une peur, qu'on va le prendre, ah non, maintenant je dois faire attention à lui. Et le pire dans tout cela, ils prennent ces enfants intérieurs, les posent vers l'extérieur comme si c'était vraiment des enfants et les projettent sur les personnes autour. Ce qui veut dire, s'il y a quelqu'un qui montre un petit doute, ah oui, c'est normal que tu aies peur. Et croyez-moi, j'en ai vu de toutes les couleurs. Ça, c'est parce que les gens, au lieu de commencer à travailler sur un adulte, un ego state adulte, je vais venir dessus encore une fois, ils travaillent avec les moi parentales. Donc, pourquoi je reste coincée sur ce ego state adulte? Vous savez ce que c'est? C'est où la pop psychologie et notre pseudo-spiritualité tapent sur l'ego. Tout ce que vous dites par rapport à cela, c'est notre adulte, notre ego adulte qui essaye de gérer ces 5-là. Et à chaque fois qu'il y a une chose qui est un peu hors de la balance, vous êtes en train de lui taper dessus. Alors comment vous voulez développer un ego adulte correct et propre? C'est impossible. Et je vais en parler, il y aura encore une vidéo qui va venir. Donc, ce qui est important, reprenons cette image-là et posons-la un peu comme un plateau. Tac. Voilà. Imaginons que cet ego, ça c'est la partie, donc l'ego adulte, c'est cette partie-là. Elle doit gérer et balancer les 5 autres, et spécifiquement les 4, parce que l'enfant libre, ou bien il est là ou il n'est pas là, il n'a pas besoin de se développer parce qu'il était déjà parfait comme il était étant né. Mais imaginez que vous prenez un grand plateau et vous mettez un petit verre en dessous.
Ben, l'instant où vous bougez les figures au-dessus, il va balancer dans une direction et dans l'autre direction, et vous êtes toujours en train de faire le travail de vouloir balancer les 4 parties sur vous, parce que le petit ego que vous avez tellement gardé petit, parce qu'on vous a appris de le garder petit, il n'a pas la possibilité, il n'a pas la force d'équilibrer en lui-même la planche qui se trouve au-dessus. C'est impossible. Le plus donc, votre ego adulte, votre ego n'a pas été évolué proprement parce qu'on vous a dit qu'il est mal, qu'il juge, qu'il a peur, blablabla. Vous voulez faire le tour? Donc, le plus vous le gardez petit et le plus il n'est pas possible de faire son job. Si maintenant il y a un adulte qui est bien développé, ben, il est plus grand, donc un grand ego. Ce qu'aujourd'hui on dit c'est quelque chose des pires des choses. Oh, il a un grand ego. Non, c'est le mieux que vous pouvez avoir si vous l'avez géré et si vous avez compris ce qu'est réellement l'ego, pas ce que la pop psychologie vous dit. Je parle maintenant des choses et je vais encore vous en parler. Comment ça a commencé avec Freud, comment ça a commencé avec Jung, comment c'est utilisé chez Berne, ainsi de suite. Donc, je ne suis pas en train de vous imaginer quelque chose. Il y a des choses qui ont été écrites. C'est juste que la pop psychologie a, pour une raison très simple, repris le tout parce que la pop psychologie n'est pas intéressée à ce que vous trouvez votre bonheur, mais ils essayent de vous garder dans le déséquilibre. Donc, vous pouvez vous imaginer d'où vient la pop psychologie. Donc, si vous avez un adulte, un ego adulte qui est bien évolué, alors il est plus grand et donc la planche où se trouvent tous les autres est beaucoup mieux posée, que même s'il y a un mouvement de vos parts intérieures à cause de quelque chose qui arrive à l'extérieur, à cause d'un conflit que vous avez à l'intérieur, et c'est beaucoup plus simple à cet instant-là de gérer cela sans que vous allez tomber où il y a toute la planche qui va tomber. C'est un tout petit peu, prenez une planche dans la main avec les 5 doigts et mettez-les plus ensemble, ben c'est plus possible pour vous de balancer correctement, je ne sais pas, une planche avec des verres dessus. C'est aucun serveur qui va vous faire ça. C'est la même chose. Donc vous voyez que déjà par rapport au développement, et maintenant vous pouvez vous imaginez que votre enfant libre, il n'est plus vraiment là parce qu'il n'y a plus de place. Vous avez un enfant rebelle que vous mettez dans l'ombre, donc il n'a plus le même poids et la même valeur qu'il devrait avoir. Comment vous voulez qu'il y ait un équilibre sur sa planche? Il n'y en a pas. Et par rapport à cela, pour comprendre encore mieux, je vais faire une prochaine vidéo qui aurait quoi comme sujet. Premièrement, je vais vous parler un tout petit peu de la première idée qui vient de Freud jusqu'à Berne. Parce que Freud, il avait déjà cette idée d'une analyse transactionnelle qui était un peu différente et qui a fait le cheminement de ce que Berne a fait. Je vais vous parler de la communication à la base de cette analyse transactionnelle, ce qui veut dire, est-ce que vous écoutez par rapport à votre moi adulte, votre moi parental ou votre moi enfant, et si une personne vous parle par son moi parental, il ne veut sûrement pas parler à votre moi adulte, sûrement pas. Et ce sont des choses que je vais donc expliquer. Et je vais vous montrer aussi un tout petit peu comment un travail avec la famille intérieure peut fonctionner par rapport à des petites figurines ou par rapport donc à des constellations qui sont à la base beaucoup plus logiques et qui ont une profondeur qui est beaucoup plus grande que les constellations familiales qu'on connaît normalement. Et même pour les gens qui utilisent le tarot, je vais vous montrer que les informations de l'analyse transactionnelle se trouvent même dans un tarot. Voilà, je fais un tout petit peu le tour, comme toujours. S'il y a des questions qui vous restent, faites-moi une petite remarque. Vous pouvez, ce qui serait très gentil aussi, donner un petit like pour que mes vidéos sont plus visibles à d'autres personnes et que d'autres personnes aussi peuvent en ressortir leurs informations.
S'il y a une question ou si vous voulez même un travail avec la famille intérieure, donc une constellation avec la famille intérieure, vous pouvez toujours me contacter et prendre un rendez-vous. Si vous voulez un tel tirage de tarot, aucun souci. Ou si vous voulez en parler par rapport à cela, juste pour votre information, l'idée de l'analyse transactionnelle ou des parts de personnalité intérieure se trouve même dans mon livre sur le tarot que j'ai écrit. Donc, tout cela est donc déjà un peu visible me concernant. Mais comme toujours, je suis toujours ouverte aux questions ou aux propositions si vous avez peut-être une idée d'une vidéo que vous aimeriez bien voir passer. Jusque-là, merci beaucoup pour votre écoute.